Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Claude Bouchard, appuyée de M. Michel Boudreau. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Alors, au point 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, appui à la demande d'aide financière de Ski Saguenay pour la présentation au Fonds signature innovation de la MRC du Fjord du Saguenay. 3.2, octroi du contrat de construction pour le bâtiment isolé temporaire au Mont-Édouard. 3.3, octroi du contrat pour l'achat d'un bloc sanitaire au Mont-Édouard. 3.4, octroi du contrat pour l'installation de la ventilation dans les bâtiments temporaires du Mont-Édouard. 3.5, octroi du contrat pour les travaux électriques liés au bâtiment temporaire du Mont-Édouard. 3.6, achat d'équipement pour l'opération du bar au Mont-Édouard. 3.7, appui à la demande d'aide financière de Ski Saguenay pour la présentation au Fonds signature innovation de la MRC du Fjord du Saguenay. Ça, c'est le même point qui se répète à 3.1. Donc, on l'enlèvera plus tard. 3.8, résolution sur l'émission des permis de construction et la gestion dans la capacité des installations d'eau potable dans le secteur du Mont-Édouard. 3.9, dossier lettre d'intention du Mont-Édouard. 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Ça s'en prendrait un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Donc, au point 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, appui à la demande d'aide financière de Ski Saguenay pour la présentation au Fonds signature innovation de la MRC du Fjord du Saguenay. Donc, on sait que lors de la dernière séance, là, ce point-là avait été refusé. Et puis, je tiens à mentionner là, qu'il manquait quand même quelques informations importantes auprès du conseil pour prendre la décision. Et suite aux informations qui ont été rendues aux membres du conseil, bien, le conseil a décidé naturellement d'appuyer cette demande-là d'aide financière de Ski Saguenay au Fonds signature innovation de la MRC du Fjord du Saguenay. Donc, on est content ce soir là, de pouvoir appuyer cette demande-là. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondaire pour l'appui. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.2, octroi du contrat de construction pour le bâtiment isolé temporaire au Mont-Édouard. Mme Boudreau? Oui, donc il faut relier les 3 yourtes ainsi que le bloc sanitaire et ainsi que la cantine mobile. Donc, il faut construire un bâtiment là, isolé qui va relier tout cet ensemble de bâtiments. Donc, nous avions demandé des soumissions écrites à 3 soumissionnaires. On a reçu une soumission. C'est un bâtiment isolé d'une dimension de 16 par 60 pieds. Et c'est l'entrepreneur général Jacqueline Lavoie qui a obtenu ce contrat au montant de 107 598,82 plus taxes. Merci, Mme Boudreau. C'est important aussi de souligner que ces dépenses sont assurées par les assurances là, pour les installations temporaires pour la prochaine période de saison de ski. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur secondaire proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.3, octroi du contrat pour l'achat d'un bloc sanitaire au Mont-Édouard. Donc, ce n'est pas un achat, finalement, ça va être une location, Mme Boudreau. Oui, donc on est décidé d'aller en location pour une période de 6 mois au montant de 17 870 plus taxes, qui inclut le transport aller et retour. Et c'est la compagnie Star Suite. Merci. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur, un secondaire pour la location d'un bloc sanitaire pour une période de 6 mois
pour les installations temporaires. M. Claude Bouchard propose, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.4, octroi du contrat pour l'installation de la ventilation dans les bâtiments temporaires du Mont-Édouard. Donc, ce point-là va être reporté parce qu'il nous manquait un petit peu d'informations. Il nous manque des soumissions qui devaient rentrer aujourd'hui ou plus tard demain. Et naturellement, là, dès qu'on aura les soumissions, bien, à ce moment-là, pour ne pas perdre de temps pour avancer dans le dossier, on va possiblement convoquer une autre rencontre spéciale pour pouvoir avancer dans le dossier pour ce point-là. Donc, ce point a été reporté à une prochaine rencontre. 3.5, octroi du contrat pour les travaux électriques liés au bâtiment temporaire du Mont-Édouard. Madame Boudreau. Oui, donc on a donné le contrat à Valmont Électrique qui a déjà fait travaillé là, sur le temporaire pour un montant de 10 650 plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Donc, qui en serait le proposeur? Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.6, achat d'équipement pour l'opération du bar au Mont-Édouard. Mme Boudreau? Oui, donc on a eu deux soumissionnaires. Ça, c'est pour les équipements pour l'opération. C'est Doyon-Després pour un montant de 35 695 plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça, naturellement, c'est encore un montant qui est assuré par l'assurance. Assuré par les assurances. Ouais. Et naturellement, ces équipements-là vont servir pour le futur, dans la nouvelle bâtisse de la station. Donc, est-ce que j'ai demandé à proposeur secondaire? Non. Non. Donc, proposeur secondaire, M. Michel Boudreau propose, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.7, comme on l'a dit, c'est une petite erreur de frappe. Donc, c'est le même point que le 3.1. 3.8, résolution sur l'émission des permis de construction et la gestion de la capacité des installations d'eau potable dans le secteur du Mont-Édouard. Madame Boudreau. Donc, cette résolution est reliée avec la demande de CA que nous attendons. Considérant que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean est responsable de l'émission des permis de construction sur son territoire, y compris dans le secteur du Mont-Édouard, conformément à la réglementation en vigueur, considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec a un rôle de surveillance quant à la capacité des installations d'eau potable, incluant les puits et réservoirs d'opération et d'incendie. Considérant que la capacité des installations d'eau potable est un élément crucial pour assurer la sécurité des citoyens et la pérennité des infrastructures municipales, notamment dans le secteur du Mont-Édouard, en raison de son développement en pleine expansion. Considérant que la municipalité doit assurer que les nouveaux développements dans le secteur du Mont-Édouard ne dépassent pas la capacité des infrastructures d'eau potable existantes. Considérant que le ministère a demandé à la municipalité de ne pas émettre de permis de construction si les débits anticipés dans le secteur du Mont-Édouard dépassent la capacité des installations d'eau potable, sauf sur approbation préalable du ministère. Il est donc proposé, appuyé, que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean confirme par la présente résolution qu'aucun permis de construction ne sera émis dans le secteur du Mont-Édouard si les débits d'eau potable anticipés excèdent la capacité des installations d'eau potable existantes, incluant les puits, réservoirs d'opération et d'incendie, que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean s'engage à obtenir les autorisations préalables du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, avant d'émettre tout permis de construction dans le secteur du Mont-Édouard, dont la capacité des installations d'eau potable pourrait être dépassée. Merci, Mme Boudreau. Donc, c'est vraiment là, une résolution à la fait qu'on s'engage à ne pas émettre de permis sans naturellement aviser le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondeur pour cette résolution, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.9, lettre d'intention Mont-Édouard. Donc, dans ce dossier-là, de la lettre d'intention, comme il a été mentionné précédemment,
C'est une lettre d'intention qu'on demande aux gens qui seraient intéressés à faire la gestion de la station du Mont-Édouard. Je tiens à préciser ici là, qu'on ne parle pas de vente. M. Corbeil l'a très bien expliqué lors de la dernière séance qu'on ne parle pas de vente, mais de gestion. Et naturellement, on est toujours en attente là, de demandes de subvention au niveau du PARIT et du PRACIM. Et le conseil municipal a décidé quand même de regarder un plan B ou un plan C ou peu importe pour se préparer dans l'éventualité de refus de ces subventions-là. Donc, on demande aux gens qui seraient intéressés à travailler sur la gestion du Mont-Édouard à soumettre une lettre d'intention d'ici le 15 novembre. Et suite à la réception des lettres d'intention, à ce moment-là, on poursuivra le dossier, là, dépendamment du nombre de lettres d'intention qu'on aura reçues à ce moment-là. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour recevoir les lettres d'intention aller jusqu'au 15 novembre 2024. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 4, la période de questions. Donc, je rappelle que la période des questions dans une session extraordinaire ne doit porter que sur les points qui sont à l'ordre du jour. Oui, on va commencer dans la salle, puis après ça, on va aller sur Facebook, là, s'il y a des questions. Bonjour, Guy Bélanger. Alors, je voudrais passer quelques commentaires personnels, mais avant, je voudrais rétablir des faits. Quand vous parlez là, de lettre d'intention pour la gestion, je comprends bien que c'est pour vendre la station. Non, on ne parle pas de vente. Pourriez-vous m'expliquer ce que c'est? Une lettre d'intention, c'est une lettre d'intention qu'on veut recevoir de la part des organismes ou des gens qui seraient intéressés à travailler à la relance, à la gestion de la station, que ce soit avec un bail amphithéotique ou peu importe le modèle, on recevra à ce moment-là des lettres d'intention. Ou des lettres, on peut appeler ça des lettres d'intérêt aussi. Là. Oui, on veut que les gens manifestent leur intérêt. C'est ce que j'ai compris, M. Perron, publiquement, que vous avez dit que vous avez l'intention de regarder toutes vos options. Exact. Donc, incluant la vente, qu'on appelle ça une location à long terme. Écoutez, là, quand on appelle ça une location ou un bail amphithéotique, c'est une vente selon les principes comptables municipaux. C'est une vente selon les principes comptables. Alors, on a une vente au moment du bail, que 35 ans après, on peut avoir une option de rachat, mais c'est une vente. Alors, si c'est ça que vous regardez, puis c'est ça que vous êtes en train de discuter ou que vous voulez discuter avec vous avez parlé de votre rencontre avec M. Mars, bien, pour moi, c'est une vente. Soyons clairs. Pour nous, c'est pas une vente. Attends, on pourra le débattre. On pourra demander. On aura l'occasion d'en parler. C'est une vente. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, d'abord, je voudrais juste apporter quelques rectifications des faits que j'ai entendus. J'ai entendu dire que Jonathan et moi avions rencontré M. Mars dans le passé, puis que les dernières rencontres étaient une continuité des rencontres que Jonathan et moi avions eues. Jonathan, à l'époque, il était pour la municipalité, et moi, n'avons jamais rencontré M. Mars. Je voudrais juste l'indiquer. Il n'y a jamais eu aucune rencontre, parce qu'on s'était dit qu'à partir du moment où on mettait la station, où on avait des conversations, on ne pouvait pas faire deux choses, proposer aux citoyens de la garder publique, puis en même temps discuter de la possibilité de céder la station. Pour la location, je viens d'en parler. Pour ce qui est du refus du PARIT et du PAFIR, on a parlé aussi dans les médias, ça s'est sorti que face au refus du PARIT et du PAFIR, bien que c'était très décevant, puis qu'effectivement, c'est décevant. Mais je voudrais apporter une précision. Le PARIT, on n'a pas été refusé. On n'a même pas été examiné. On le sait qu'on était sur la loi de la protection de la faillite au moment où on a déposé en octobre dernier et que, considérant le PARIT demandait qu'on ait le certificat du surintendant des faillites. Donc, ce qui nous a été dit par la suite, c'est que notre dossier n'a même pas été ouvert, même pas été considéré. Donc, on ne peut pas parler de refus. Pour ce qui est du PAFIR, bien, on sait qu'aucune montagne dans la région a eu une subvention du PAFIR. Donc, je voudrais juste remettre en contexte, avant de poser quelques questions, là, la situation suivante. Les amis du Mont-Édouard, là, on avait décidé, vous aviez donné un mandat, m'aviez donné un mandat au moment où je suis encore membre du conseil d'administration de la Société de développement, pour regarder la situation
Et puis, on a regardé ça de près. J'ai travaillé beaucoup avec Jonathan. Et puis, on avait conclu que le principal problème du Mont-Édouard, c'était sa non-rentabilité. Et puis, il y avait eu beaucoup de choses qui se disaient, à savoir, mais la non-rentabilité vient d'une gestion qui est inadéquate ou d'autres raisons. On a regardé ça, vous vous en souvenez, il y a eu un long rapport qui a été fait et on a vu que l'administration de la station était très adéquate. Puis je dois dire qu'aujourd'hui, avec notre directeur général, Marc-André Busque, elle est excellente. Il fait des miracles avec ce qu'il a présentement en travaillant des heures de fou, mais il fait des miracles puis on a des résultats qui sont quand même impressionnants compte tenu de la situation. Mais il reste quand même qu'on en était venu à la conclusion, M. Perron, que la station ne peut pas être rentable pour le privé. Que le privé, s'il investissait des sommes importantes, qu'il ne pouvait pas y trouver sa rentabilité. Donc, on ne voyait pas de pérennité avec le privé. Et on a fait des analyses en profondeur. Là. On n'a pas édicté ça comme ça. C'est ça qui nous a mis sur la route de tenter de la garder publique. Alors, et on a voulu mettre un projet avec ça qui était structurant. C'est sûr c'est des hypothèses, c'est des projets. On n'est pas encore capable de le matérialiser, mais on voulait mettre en place un projet structurant autour du Mont-Édouard pour qu'on puisse développer notre économie sociale dans les 35 prochaines années, au lieu d'aller vendre ça au privé, puis pas savoir qu'est-ce qui va arriver dans 5-7 ans, parce que pour nous autres, la pérennité est beaucoup plus certaine si on était capable de la garder publique. Bon. Alors, là, présentement, on a des demandes de subventions, comme vous l'avez mentionné, avec le PARIT de 2,5 millions, le PRACIM de 2,3. On a le PCT, Programme de croissance touristique, et FRR, Fonds régional de ruralité, 420 000. On a un total de 5,2 millions. Comment pensez-vous, une de mes premières questions, puis je vais vous les résumer après ça, on pourra les reprendre l'une en arrière de l'autre, ça aille plus vite. Comment pensez-vous que les fonctionnaires qui sont en train de regarder les subventions, qui sont en train d'analyser ça, vont réagir vis-à-vis de ce qui se passe dans les médias où on dit, bien là, finalement, on est en train de regarder nos options, peut-être vendre la station. Alors, c'est certain que je trouve qu'on ne se donne pas grand chance d'aller chercher une subvention si on a des budgets limités, comme dans le PARIT, on sait qu'il y a 25 millions. Si nous autres, on leur demandait 2,5 millions, avant de nous accorder ce montant-là, ils vont bien dire, on va tenter de voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains deux mois avec le processus que vous nous annoncez ce soir. Donc, moi, je me demande, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire avec ça? C'est une de mes questions. Est-ce qu'on va les appeler pour les réconforter ou on va simplement laisser les journaux continuer à dire qu'on est en processus d'examen de soumission ou de lettre d'intention? Alors, je pense que ça peut nous endommager beaucoup les possibilités qu'on puisse avoir une subvention. Deuxième question, je me demandais, qu'est-ce qui fait que ça pèse tant que ça, de mettre ce processus-là, puis d'aller dans les médias, puis d'annoncer ça? Je comprends pas, là. On est en train de s'installer pour les 2 prochains hivers. On aurait pu prendre le temps pour aller jusqu'au bout de notre processus. Je comprends que présentement, le processus est très inquiétant parce qu'on a eu le feu qui vient rajouter par-dessus tout ça. Puis je comprends que c'est compliqué. Mais avant d'aller plus loin, moi, là, maintenant, j'aimerais ça vous parler en tant que citoyen. J'aimerais ça vous dire comment je me sens. Personnellement, puis je ne veux pas parler au nom des Amis du Mont-Édouard, ni au nom de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, mais bien au nom de Guy Bélanger. Quand vous avez dit publiquement que, vous allez demander des lettres d'intention, les Amis du Mont-Édouard, d'autres, je me dis, nous, les Amis du Mont-Édouard, on s'était mis en position pour venir supporter le principe qui voulait que la municipalité désirait garder publique la station. C'était pas d'avoir une espèce de transfert des responsabilités, de dire, bien, là, on va aller voir si les Amis ne pourraient pas eux autres s'organiser pour la garder publique. On voulait vous appuyer dans cette démarche-là. Et c'est ça qui m'inquiète, là, présentement, dans le processus que vous êtes en train de faire, parce qu'on va avoir comme une course avec le privé. Si on veut se mobiliser pour continuer à la garder privée, comment on va faire pour compétitionner avec M. Mars, par exemple, ou un autre acheteur? Comment on va faire pour compétitionner avec lui? Je voudrais que vous me répondiez ce soir, je vais vous poser la question tantôt. Ça va être impossible. On n'a pas ces moyens. Nous, toute la situation va prendre du temps. S'il y a une petite lumière au bout du tunnel, il faut être capable de s'asseoir, de l'examiner, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire. On n'a même pas les données encore. Là. On n'a pas les données sur les coûts de reconstruction. Ils n'ont pas encore été mis publics. Est-ce qu'on va obtenir le PRACIM? Est-ce qu'on va obtenir le PARIT? On ne l'a pas. Alors, là, il faudrait qu'on fasse une lettre d'intention. C'est sûr que je me dis, bien, les Amis du Mont-Édouard, là, quand ils vont se réunir, là,
vont avoir peur de dire, ben, hey, nous autres, on veut la garder publique. Parce que, comment on va faire? On ne pourra jamais compétitionner avec eux. Alors, c'est pour ça que je suis inquiet de votre processus, parce que vous êtes en train de demander des lettres d'intention du privé et du public dans le même sac. Mais ça ne peut pas se faire. Parce que le privé va toujours avoir préséance sur nous dans une lettre d'intention. Vous savez, il va y avoir des termes, il va y avoir des temps aussi. Là. Il n'y a pas un privé qui va lancer une lettre d'intention puis vous laisser ça ouvert pendant 6 mois, un an. Là. Ils vont dire, c'est normal que si M. Mars nous donne une lettre d'intention ou un autre, il va vous donner 60 jours pour la regarder. Il ne peut pas décider de tout arrêter, mettre de côté des sommes pour dire, bien, on va laisser si les citoyens de l'Anse-Saint-Jean sont capables de s'organiser pour continuer eux autres mêmes de la garder publique. Bien, nous autres, on va attendre, puis on va voir dans 6 mois, un an, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous donner des temps. Alors nous, on va avoir peur qu'il y ait une opportunité qui soit manquée, parce qu'il n'y aura peut-être pas des centaines d'acheteurs qui vont se présenter là. Alors comme on ne pourra pas compétitionner, puis d'un coup, on ne sera pas capable de compétitionner parce que lui, il est moyen. Il peut vous dire, bien, moi, je vais mettre 10 millions upfront, puis il va le mettre. Il y a les moyens de le faire. Même s'il a dit qu'il a demandé des subventions aussi de manière importante. Nous, si on veut être capable de structurer tout ça, on va avoir besoin de temps. Ça ne se fera pas demain matin. Alors moi, je me sens qu'on va se sentir très coincé. On va être comme d'un coin, puis on va se diviser. Parce qu'il va en avoir qui vont être pour la vente, puis il y en a qui vont être pour la garder publique. Alors, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on ait une division. Puis dans la division, on n'est pas fort. Là. Alors, si on voudrait la garder publique, puis brasser d'aplomb, c'est-à-dire faire appel à nos gouvernements, faire appel à toutes les instances qu'on a commencé à mettre en place, bien, il ne faut pas qu'on soit divisé. Puis moi, je ne veux pas être divisé personnellement. Moi, je veux, en tant que citoyen, là, qu'on ait une harmonie, puis qu'on fasse une étape à la fois, c'est-à-dire qu'on est au bout de la possibilité de la garder publique. Puis si on n'est pas capable, bien, qu'on dise, on fait un processus pour la privatiser. Mais de mettre tout ça dans le même sac puis de brasser ça, là, ça n'a pas de sens. Pour moi, là, je sais que vous avez dit, là, nous autres, notre intention, c'est de la garder publique. On veut garder la station ouverte. Vous avez dit ça dans les journaux, puis vous avez dit ça aussi à la télévision ou à la radio. Mais moi, je trouve que ce principe-là, c'est une fausse prémisse parce que c'est comme un syllogisme là, qui ne permettra pas d'avoir de développer une connaissance collective autour des vrais enjeux qui vont arriver de la vente ou pas de la vente, ou de la garder privée, ou de la vente ou de la garder publique. Puis on est en train de faire une démarche déductive un peu erronée, là, parce que tout d'un coup, il y a une situation là, qui est arrivée, qu'on a eu le feu, puis là, on sent l'urgence de tout mettre ça en place. Moi, là, je vous dis, là, je sais qu'il y a des citoyens qui veulent la vendre. Ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on en parle. Pas juste des citoyens. Je pense que ça sera... Il y a l'écoute aussi de la part des conseillers. Moi, je peux vous dire une chose, ceux qui pensent qu'ils veulent la vendre. Là. Moi, je ne m'opposerai pas à ça. Puis vous avez de fortes chances que ça arrive. Parce que ça ne veut pas dire que les amis vont être capables de... ou que la population qui s'est assise à se réunir, qu'elle va être capable de faire quelque chose. 2, si vous mettez en place ce processus-là, bien, on a toutes les chances d'avant. Nous n'avons plus aucune chance. Parce qu'on ne pourra pas compétitionner un processus comme ça. Alors moi, là, je vais être... personnellement, là, je ne voudrais pas avoir ce feeling-là, là, que quand on va annoncer une entente là, avec le privé, là, que ce soit une location, comme vous appelez, là, bien, moi, là, je me dirais que en tant que citoyen, je dois accepter mon incapacité de gérer ma destinée, notre destinée, puis que je me sens un peu colonisé. Ça se pourrait que je me sente un peu comme un colonisé qui doit accepter de donner une partie de notre village, puis les clés de notre économie sociale au privé en espérant qu'ils vont faire mieux que nous autres. Alors moi, c'est comme ça que je me sens. Je me dis, par contre, si on veut revenir puis on veut donner un effort de se reparler, puis je fais appel à la population qui veut la garder publique, si on veut faire un dernier effort, bien, mobilisons-nous. Et puis, on va être obligé de se mobiliser puis fort, unis, pas dans la division. Parce que si on veut forcer nos politiciens à nous écouter, puis à nous donner peut-être l'argent qu'ils vont donner à M. Mars, parce que M. Mars a annoncé que lui aussi va avoir besoin de subventions, bien, il va falloir qu'on soit unis. Fait qu'il y a des gens qui sont très influents dans le village, comme Pierre Lavoie, je lui demande de revenir travailler avec nous autres.
Et puis, il y en a d'autres qui ont pris définitivement la pôle de la vente. Bien, je leur demande de reconsidérer leur décision. Moi, je vous dis une chose, c'est que si on va au bout de notre processus, je vais être le premier à me lever debout et à dire on est allé au bout de notre processus, puis je ne vois aucune autre solution que de la mettre en vente pour le bien. Mais je ne suis pas rendu là. Puis je trouve que ce soir, vous me forcez à aller là, puis vous me coupez 2 jambes en tant que citoyen pour être capable. Parce que là, je veux dire, je ne vois pas comment on va être capable de mettre un processus. En plus, on demande des subventions, on est en train d'aller dans les journaux et dire qu'on est en vente. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Alors, je voudrais quand même là, vous poser ces 4 questions-là que je vous ai posées à mon nom personnel. Là. Première question, c'est comment pensez-vous que les demandes de subventions là, que j'ai nommées, comment ces gens-là vont réagir suite à toutes les nouvelles qu'il y a eu? Puis comment pensez-vous pourriez-vous rectifier la situation pour que ces gens-là s'assurent, comme par exemple le Parit, là, où on est supposé avoir des nouvelles très bientôt, que le fonctionnaire s'assure qu'on le veut encore, là, qu'on a l'intention encore de vouloir garder public notre station? J'ai demandé un peu ce qui précède. Je peux vous répondre à cette première question-là. Le but de l'exercice qu'on fait au niveau des lettres d'intention ou de quoi que ce soit, je le répète, là, puis les conseillers pourront m'approuver, là, on ne parle pas de vente. Même si, oui, je comprends que pour vous, un bail amphithéotique, c'est une vente, mais nous, on ne parle pas de vente. Maintenant, je le répète, on veut pas attendre encore des réponses négatives. On se prépare au cas où qu'on arrête, parce qu'on a eu 3 réponses négatives au niveau des subventions. Donc, on regarde les opportunités qu'on pourrait avoir. On n'écarte aucune possibilité, que ce soit privé, que ce soit semi-privé, que ce soit PPP, que ce soit n'importe quoi. On ne sait pas demain matin, quelqu'un va nous sortir un lapin du chapeau, mais on veut quand même se donner une occasion d'avoir des opportunités, puis de discuter avec les gens qui sont intéressés, incluant les amis, puis incluant peu importe les gens. Donc, on veut prendre un petit peu d'avance. Est-ce que ça va se conclure? Je ne sais pas. Est-ce que la décision va se prendre le moment venu, là? Puis on en a parlé autour de la table. C'est pas vrai qu'on va subir de la pression de qui que ce soit pour signer quoi que ce soit. Ça, je peux vous le garantir, là. Puis les conseillers, on en a parlé. Il n'est pas question qu'on ait des pressions de qui que ce soit pour signer avec qui que ce soit à ce niveau-là. Donc, on veut se donner du temps. On veut se donner du temps pour avoir ceux qui sont intéressés. Et après ça, on s'assoira puis on regardera les opportunités. C'est dans cet esprit-là qu'on a décidé de prendre cette décision. Vous avez décidé de lancer ce processus-là maintenant, au lieu d'attendre quelques mois encore, là, le temps qu'on ait toutes les informations qui circulent puis qu'on puisse s'asseoir puis regarder. Bien, on avait des questionnements. La population nous questionnait aussi, à savoir qu'est-ce qu'on fait. On est inquiète, ci, puis ça. Donc, on a décidé de mettre le processus en marche pour justement se donner une occasion d'avoir des opportunités, d'avoir des suggestions, d'avoir, peu importe, de qui que ce soit là, dans le domaine. Puis là, qu'est-ce que M. Perron, vous proposez aux amis du Mont-Édouard, là, si je comprends bien? Est-ce que vous avez des attentes? Qu'est-ce que vous leur suggérez dans cette situation-là? Comme j'ai mentionné, ça va être très difficile d'être compétitif. Ça va être aussi un peu stressant et énervant parce que si on veut convaincre les gens, on ne voudrait pas faire manquer la population une opportunité d'avoir un privé qui vienne comment? Moi, je pense que les amis du Mont-Édouard ont autant d'opportunités que n'importe qui de nous proposer quelque chose. Vous parlez d'économie sociale, hein, on en a parlé régulièrement au niveau des chantiers d'économie sociale. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les citoyens à écouter une suggestion de ce genre-là? Je le dis, il n'y a aucune opportunité qui va être mise de côté. On va écouter tout ce que les gens ont à dire dans ce dossier-là, que ce soit chantier d'économie sociale, que ce soit partenariat public-privé, que ce soit bail amphithéotique. On veut se donner, on veut écouter toutes les opportunités qu'on pourra avoir à ce moment-là. Ma dernière question, c'est, je reviens sur le point que si vous lancez le processus avec le privé, comme vous le faites l'appel ce soir, on vise pas juste le privé, là, je le dis, là. On veut saisir les opportunités de qui que ce soit. Mais il y a qui d'autre? Il y a le public, puis il y a qui? Soit qu'on la garde publique, soit qu'on la mette privée. Il n'y a pas 56 solutions. Là. Alors, si on lance le processus ce soir, vous n'êtes pas d'accord avec moi on se coince, on ne se donne pas le temps d'aller réfléchir avec notre population sur savoir, dire, écoutez, on est rendu là, on a ces difficultés-là,
si on décide de vendre la station, voici les avantages, voici les enjeux. Si on décide de la garder, voici les enjeux également. Qu'est-ce que vous voulez avant de commencer à lancer le processus? Avant de dire ça, il faut avoir des propositions, il faut avoir des choses à mettre sur la table. On n'a pas besoin de ce niveau-là. propositions pour comprendre c'est quoi la vente et c'est quoi la garde publique. Il n'y a pas 25 secondes. On n'en vend pas. Je le répète, là. Enlevez-vous ce langage-là. Arrêtez ça, là. Monsieur Bélanger, je vous remercie. Je voudrais donner l'occasion aux autres personnes là, de poser leurs questions. On va y aller à Facebook. Est-ce qu'il y avait des questions? On a une question de Elena Sancartier. Ne pas donner de permis au Mont-Édouard pour construire, est-ce que ça comprend le croissant? Car clairement, ça va dépasser la capacité. Ça comprend le croissant, là? Oui, ça comprend le croissant. Donc, c'est ça, c'était une demande là, du ministère de l'Environnement. Donc, avant d'émettre un permis, il faut demander une autorisation au ministère. Absolument. Tout le monde est visé par cette demande-là là, au niveau du ministère de l'Environnement, de ne pas émettre de permis à qui que ce soit. Parce qu'on est en processus aussi pour le deuxième puits d'eau potable, il faut le dire aussi. Là. Oui, dans la salle. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mélissa. Je suis résidente de l'Anse-Saint-Jean, évidemment. Pour commencer, je me permets un commentaire comme j'ai accès au micro, mais je vous encourage vraiment à vous entourer de professionnels de communication et de comptabilité pour vos discours, ne serait-ce que pour ce qu'on vient de vivre par rapport à vente, bail, etc. Des fois, ça peut vraiment aider, ne serait-ce que pour la réputation de l'Anse-Saint-Jean. Je pense qu'en ce moment, on risque d'en souffrir, ne serait-ce qu'au niveau tourisme, puis pour ce qu'on a l'air à l'extérieur, ne serait-ce que juste au niveau de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. Je pense que c'est pas bon pour personne, et je présume ni de la mauvaise ni de la bonne foi de personnes là-dedans, mais ça m'attriste vraiment comme nouvelle résidente de voir ce qui se passe ici en ce moment. Moi, j'ai 3 questions très claires, très concises. D'abord, je voudrais savoir pour combien on était assuré et pourquoi on était assuré pour ce montant-là. Je voudrais savoir combien valait le chalet et les installations du Mont-Édouard quand on a au moment du feu. Puis je voudrais savoir à combien on évalue en ce moment la reconstruction. Parce que c'est évident que vous avez ces chiffres-là. Pour moi, c'est un non-sens que à ce nombre de mois-là qui sont passés, vous n'avez pas ces chiffres-là. Je vais vous répondre quand même parce que c'est un point qui n'est pas à l'ordre du jour. Là. Bien, vous avez parlé à nombreuses reprises qu'il y a des assurances qui ont été utilisées pour des nouveaux équipements. Donc, automatiquement, ça devient à l'ordre de... Pas nécessairement, mais je vais vous le dire pareil. Allez-y. Donc, quel privilège. L'assurance pour la bâtisse, ça, c'est 2,7 millions. Puis on valait combien? On valait combien? On a eu des estimés préliminaires là, de reconstruction. Les premières estimées à 3,9. Maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on était autant sous-évalué dans le niveau de l'assurance? Ça, c'est des histoires du passé. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Là. C'est pas compliqué, mais je pense que ce n'est pas le moment ni l'endroit pour parler des assurances du passé que les gens géraient la station dans le passé. Puis comme je le dis, là, c'est pas une question qui est en rapport au point à l'ordre du jour. Là. Parce que si on vend quand même, ou qu'on ne vend pas, là, en tout cas qu'on fait ce processus dont on ne doit pas nommer le nom, ça va avoir quand même un impact, ce coût de reconstruction-là et tout. Absolument, mais on n'a pas encore de coût de reconstruction là, final non plus. OK, merci. Facebook, est-ce qu'il y avait une autre question? Non, il n'y en a pas. Oui. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis résidente de l'Anse-Saint-Jean. Donc, j'aimerais ça que vous m'expliquiez la différence entre la vente versus la concession donc par gestion de bail amphithéotique. Donc, c'est quoi votre différence linguistique? Parce que moi, je ne vois pas de différence là-dedans. Puis j'aimerais ça aussi valider avec vous la gestion, là. C'est quoi les limites de la gestion? Ça inclut quoi? Est-ce que c'est un peu comme le Mont-Lac-Vert ou ce qu'on peut voir là, au niveau de la vie municipale sur Héberville? Est-ce que la gestion pourrait inclure aussi donc la vente
la vente de terrain là-dedans, etc. Est-ce que ça pourrait aussi inclure le camping? C'est quoi les limites de la gestion / qui n'est pas vente? Écoutez, un contrat est toujours différent d'un endroit à l'autre. Tu sais, vous parlez d'Héberville. Oui. Ils ont un contrat de gestion avec la Compagnie des montagnes de ski du Québec. Oui. Il y a Mont-Grand-Fond qui ont un contrat qui est possiblement différent. Oui. Maintenant, un bail amphithéotique, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on demeure propriétaire du terrain. OK? Donc, un bail amphithéotique, c'est comme un bail. Tu sais, un bail, quand tu signes un bail pour un logement, bien, le logement ne t'appartient pas, mais tu occupes le logement. C'est un peu la différence, là. Un bail amphithéotique, c'est qu'on demeure propriétaire du terrain. Et les gens qui gèrent, on va prendre l'exemple de la Compagnie des montagnes de ski du Québec, les autres, ils font toute la gestion de la montagne, du personnel, etc., etc. Je n'ai pas les détails, là, mais ça ressemble à ça. Ça, c'est d'une durée de 33 ans renouvelable? Ça dépend, ça peut être 25 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 30 ans. Un bail amphithéotique, c'est jamais la même durée d'un endroit à l'autre, là. Mais c'est la gestion complète Oui, du territoire. des opérations, exact. Puis est-ce que ça l'inclut aussi au niveau de la gestion des eaux? Au niveau de la gestion des eaux? Oui, Non. La gestion des eaux, c'est toujours la Parfait. municipalité. Donc, aucun impact là, sur Non. le remboursement ou un apport financier là, pour ce projet-là, Non. du secteur alpin. La gestion des eaux, c'est toujours les municipalités qui s'occupent de la gestion des eaux usées, des eaux potables. Puis, fait que vraiment, pour vous, c'est pas une vente, c'est une gestion qui serait complète pour une durée de 25 ans et plus, renouvelable. 25 ans, 20 ans, 15 ans. Ça dépend des ententes qui sont prises entre les personnes qui concluent le bail, là. Il n'y a rien de précis là, qui est dans un bail amphithéotique. Tu peux signer un bail amphithéotique de 20 ans, de 30 ans, de 33 ans, de 28 ans. Il n'y a pas de standard établi Ça pour serait un à bail voir amphithéotique. avec, Il n'y a pas de minimum puis de maximum, puis il peut y avoir des renouvellements. Mais sinon, il n'y a pas de... Puis à ce moment-là, avec le projet de loi de la Fédération des municipalités du Québec, le projet de loi 57, là, qui visait peut-être là, à diminuer le nombre d'élus municipaux dans une municipalité qui a moins de 2000 habitants, est-ce que ça leur a un impact sur Vous êtes la hors sujet. Bien, on se dit, tu sais, si la gestion n'est plus par la municipalité... Mais ça n'a aucun rapport avec le nombre de conseillers autour de la table et ce qu'on est en train de parler ce soir. Je suis désolé. Ben, Je veux c'est pas parce que rentrer si dans- c'est dans- plus la dans- municipalité qui gère, il va avoir quand même pas mal plus de temps pour d'autres choses. Fait que peut-être que le projet de loi 57 de la Fédération des municipalités québécoises, pour une municipalité de moins de 2000 personnes... Mais c'est pas un projet de loi de la Fédération, hein, c'est un projet de loi du gouvernement. Oui. C'est pas la Fédération qui a établi le projet de loi 57. Ah, je m'excuse. C'est un projet de loi du gouvernement. Mauvaise utilisation du C'est sur terme. les recommandations de la Fédération québécoise des municipalités. OK, merci. Sur Facebook, est-ce qu'on a des questions? Non? Oui? Allez. Oui, bonjour. Jean-Daniel, résident de L'Anse-Saint-Jean. Moi, en fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on est dans l'urgence de céder ou louer la montagne due au feu de cet été? Puis si on veut rester public, est-ce que c'est pas par ce bâtiment-là qu'on pourrait justement avoir de quoi de plus grand que nous, là, tu sais, avec un projet innovant? On sait que la municipalité va déménager ses bureaux dans la Caisse populaire des Jardins. La bibliothèque va devenir le seul ou presque la seule entité qui va rester dans le bâtiment ici. On sait qu'on aurait besoin d'un gym. Je pense que tous ces trucs-là qui pourraient être bénéfiques pour la population de l'Anse-Saint-Jean pourraient se ramasser dans ce bâtiment-là. Puis, advenant que le PRACIM, on n'ait pas une bonne réponse, là, qui nous dise non, là. Est-ce qu'il faut absolument jeter l'éponge? Tu sais, on pourrait avoir BCVI qui est fédéral et PRACIM qui est communautaire pour avoir un projet bien ficelé. Comme l'a dit M. Bénanger, là, on s'aligne pour 2 ans déjà dans les yurts. Est-ce que dans 3 ans, là, on ne pourrait pas arriver, parce que cet argent-là, le 2,7 millions, je pense qu'il est placé puis il fait quand même de l'intérêt en ce moment. Est-ce que dans 3 ans, 4 ans, on ne pourrait pas arriver avec un vrai projet structurant où le Sénat pourrait venir se greffer, le centre de services scolaire avec le décloisonnement des classes
du primaire pourrait venir se greffer. On deviendrait une base de plein air. On pourrait faire valoir les cultures autochtones. Je pense que là, on a l'occasion d'avoir un super beau projet, communautaire encore, mais il faut qu'il soit bien ficelé. Puis je pense qu'il ne faut pas gérer le Mont-Édouard comme une patate chaude. Fait que là, ma question, c'est, on s'est donné comme échéancier le 15 novembre. Est-ce qu'il faut, si le Pracim ne fonctionne pas, on se garoche tout de suite au plus cher à la poche? Non. On ne veut pas aller rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure, autour de la table, on s'est Le dit 15 qu'on... novembre, c'est pas loin, là. Non, mais c'est juste des lettres d'intention, là. C'est oui. juste ça, là. Puis si on reçoit 0 lettre d'intention, ben là, on OK, mais on verra rendu là. l'éléphant dans la pièce, vous êtes allé rencontrer Christian Mars. Donc, d'après moi, il y a de fortes chances qu'on reçoive une lettre d'ici le 15 novembre. On verra. On verra. Est-ce que cette décision-là revient seulement au conseil municipal ou faudrait demander à toute la population de l'Anse-Saint-Jean s'ils veulent vendre ou garder la montagne? Ou pas vendre, pardon. Louer la montagne. Oui, on va consulter la population. Parce que 15 novembre, ça laisse pas grand temps à faire un référendum, là. Non. C'est seulement la lettre d'intention. Seulement la lettre d'intention. Facebook, non? Non? Bonsoir tout le monde, mon nom est Géraldine Hamel. Le mot a été lâché un petit peu plus tôt que prévu, donc je ne sais pas trop si ma question va être adéquate. On est en pleine dissonance cognitive. On reproche tout le temps à M. Perron d'avoir un manque de clarté, de transparence, de communication, mais avec tout le respect que je dois à Guy Bélanger, les amis du Mont-Édouard aussi. J'étais amie du Mont-Édouard au mois d'août, il y a un an, quand il y a eu la catastrophe. Depuis, je m'interroge. Je ne sais plus. Je ne sais plus pour qui je suis, pourquoi je suis, et je ne sais pas ce qui est bon pour la municipalité et ses citoyens, parce que ça manque de transparence d'un côté, ça manque de transparence de l'autre. On ne sait pas. Pourquoi on ne nous a pas, dès le début, demandé notre avis? C'était quoi? Ainsi, il n'y aurait jamais eu de division. Et là, on l'est en plein dans la division. On est pour, on est contre. C'est blanc ou noir. C'est triste à dire, mais on est déjà divisé. À quand la consultation publique? Une consultation, c'est pas dire « je vous informe que j'ai pris telle décision ou telle action ». Une consultation, c'est une question bien claire. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais pour pouvoir répondre, il faut qu'on ait du matos de chaque côté. Il faut qu'on ait vraiment de quoi faire travailler nos neurones aussi. À quand? Là, c'est urgent, une consultation citoyenne. Il y a plein de moyens pour pas que ça coûte des tonnes d'argent. Mais là, je pense que c'est le temps parce que la division, elle est déjà faite. On ne comprend rien de ce qui se passe. Pardon, hein. Mais franchement, je parle que pour moi, mais je ne comprends plus rien du tout de ce qui se passe des Amis du Mont-Édouard. Et moi, j'ai fait des bons comme ça avec l'histoire de la redevance, de la taxe. C'est là que ça a commencé, moi, à monter, la mayonnaise. On est tous en train de surtaxer parce que c'est la catastrophe au Mont-Édouard. Alors que vous aviez bien dit que ce n'était pas pour ça. On s'entend qu'on a tous bien compris les tenants des aboutissements. Mais voilà, on s'est énervé après les amis parce qu'on s'est dit oui, ben alors voilà, c'est parce qu'il y a ça qui est monté qu'on va avoir encore une taxe supplémentaire. Consultez-nous et ensuite on sera tous ensemble et la majorité, on va la suivre. S'ils veulent vendre, s'ils veulent pas vendre, on va la suivre et on sera peut-être plus fort. À quand la consultation? On vous écoute et on va vous consulter, mais, Oui, mais quand? comme vous l'avez dit, pour consulter la population, ça nous prend des Oui, mais ça Ça fait nous prend des un an éléments. que les amis du Mont-Édouard ont travaillé sur le dossier. Je suis Oui. sûre qu'ils sont blindés. Vous, ça fait un an que vous avez travaillé sur le dossier pour certainement le côté public ou je ne sais pas. Je pense que vous êtes quand même assez compétent pour, au bout d'un an, trouver les arguments. Mais on va revenir à la population. Oui, après le 15 novembre, j'imagine. Oui. Prenez oui, pas oui. de décision Non, avant non. de nous consulter. Merci tout le monde. Merci. Oui, il y a une question sur Facebook. Oui, Monsieur Bernard Tremblay. Si un jour un contrat est rédigé pour vendre ou louer le Mont-Édouard, est-ce que les citoyens pourront consulter les clauses de ce contrat dans un délai raisonnable avant sa signature? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Il faut consulter les procureurs pour voir si on peut rendre ça public, dépendamment du genre de contrat aussi.
portion de confidentialité habituellement dans des contrats entre des entreprises ou peu importe. Donc, si on peut le faire, on le fera. Puis, on va le vérifier, c'est sûr et certain. Oui, dans la salle. Oui, bonjour, Martin Gobeil. Alors, moi, je me mets la question suivante. Dans la station, on faisait notre gestion qui semble, selon les derniers plans d'action, où on faisait une gestion qui était adéquate et comparative au reste de la province. Mais malheureusement, on a de la misère à vivre. On a un privé qui veut s'orienter ici. Et à ce que je sache, possiblement qu'une de ses facettes pour en arriver avec une rentabilité, c'est de faire de l'immobilier. Actuellement, dans les discussions que vous avez eues, est-ce que la partie immobilière est un élément qu'ils ont mentionné? Puis c'est quoi votre vision là-dessus? Non, il n'y a pas eu de mention au niveau immobilier. Alors, ça, c'est simplement pour la station, pour les joueurs au ski, puis c'est seulement l'argent à rendre juste avec les billets joueurs au ski. On n'a pas rentré dans les détails. Là. C'était vraiment une rencontre d'informations. C'était un échange, je l'ai mentionné déjà. C'était un échange là, pour avoir de l'information de part et d'autre. Il n'y a rien de... Parce que, On n'était pas là pour travailler sur une entente ou travailler sur quoi que ce soit. C'était vraiment une rencontre d'informations, de partage entre les deux organisations. Fait que l'immobilier n'a jamais été mentionné dans les discussions. Non. Merci. Facebook, personne? Oui, dans la salle. Oui, bonsoir, Alain Roux, citoyen de Lens. Oui, la communication est super importante et je pense que ce soir, on en a la preuve. Quand on parle de gestion de la montagne, je pense qu'il va falloir définir ce que ça veut dire. Quand on parle de bail amphidéotique, j'entends toutes sortes de choses, il va falloir le définir également. Moi, ma question, c'est, bien entendu, si on parle de gestion de la montagne par le privé, je vais prendre l'hypothèse que ça irait avec une entreprise privée, bien, je présume que, compte tenu que les installations doivent être renouvelées et tout ça, le privé va devoir investir, bien entendu, dans la montagne. Okay? Les investissements faits par le privé, en cas de non-rentabilité de la montagne après quelques années, qu'est-ce qui en advient de cela? Parce que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que dans des situations semblables, ce qui a été investi dans la montagne, ça deviendrait une dette pour la municipalité en cas de faillite. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Je ne suis pas en mesure de vous répondre à cette question-là parce qu'on n'a rien de signé avec personne. On n'a aucune entente. Moi, je n'ai pas vu aucun contrat à nulle part. Combien ça se passe? Je veux dire, un contrat entre une partie ou une autre peut être très différent d'un à l'autre. Des garanties, des risques zéro, il n'y en a pas. Ça, c'est impossible. Mais des garanties, tant qu'on n'a pas rien de concret, je ne peux pas vous dire que je vais avoir une garantie autant dans le public que dans le privé. En tout cas, donc, vous comprenez. Mais c'est sûr que dans le jour qu'on va prendre une décision qui va être rendue, on va s'assurer de certaines choses. Là. Il y a beaucoup d'éléments à voir dans un contrat, dans une gestion, dans un bail, dans n'importe quoi. Okay. Il y a des petites lignes aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Il y a des petites lignes. Exact. Il y a les citoyens qui aimeraient bien avoir les grandes lignes, qui aimeraient bien avoir l'information quand ces discussions-là vont avoir lieu. Et comme ça a été mentionné lors de la séance du conseil municipal de la semaine dernière, l'importance pour la municipalité, et encore là, je comprends très bien que tout le monde ici et tout le conseil municipal travaille très fort, mais là, on est dans des enjeux importants. Il y a eu des exemples au Québec de situations où des stations de ski, moi venant de l'Estrie, j'en ai 2 exemples qui ont été vendus au privé et ça n'a pas duré très longtemps et les municipalités en question ont perdu leur station de ski très rapidement. Et justement, peut-être parce qu'il y avait des petites lignes qui n'avaient pas été bien saisies par les personnes qui ont fait les ententes, d'où l'importance, comme ça a été mentionné lors de la séance du conseil municipal de la semaine dernière, d'avoir des conseillers, d'avoir des spécialistes avec vous qui vous accompagnent là-dedans pour nous rassurer, nous, comme population.
parce que moi non plus, je ne suis pas un spécialiste. Et quand j'entends ça, gestion de montagne, quand j'entends bail amphidéotique, moi, j'ai besoin d'avoir ces informations-là et je souhaite qu'on soit bien informé de tout ce processus-là. Il n'y a pas de problème. Puis comme on l'a mentionné aussi, là, on a déjà commencé à regarder pour se faire accompagner dans ce dossier-là. Mais effectivement, on n'est pas tous des spécialistes dans tous les domaines, là. Chacun a sa spécialité. Donc, on va s'assurer d'être bien accompagné dans ce processus-là. Puis j'aimerais juste terminer par un commentaire. C'est sûr que c'est toujours alléchant de penser qu'une compagnie privée va venir nous sauver notre rêve du Mont-Édouard. Mais il ne faut pas oublier, les grosses compagnies, ce n'est pas des gens qui font des cadeaux habituellement à la population. Donc ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Si on s'imagine qu'on va avoir un beau cadeau, on va avoir quelqu'un qui va nous prendre en main et qui va tout faire pour nous, faisons attention. Les gens d'affaires sont là pour faire des affaires, ce n'est pas un reproche. Et il faut être à l'affût de ça parce que nous, on a aussi derrière cette montagne-là un milieu de vie, un milieu avec des gens qui se sont battus depuis longtemps pour que cette montagne-là soit accessible à tout le monde également. Puis on veut pas la perdre et moi, ça m'inquiète quand on pense envisager de mettre la gestion de cette montagne-là dans les mains du privé. Merci. Merci. Bravo. Des questions sur Facebook? Merci. Donc, ça me prendra à ce moment-ci d'une proposition pour la fermeture de l'Assemblée, proposée par M. Yvan Côté. Merci. Bonne soirée à tous.